La Russie ne menace pas la France, c'est la France qui menace la Russie. Et si je vous disais que ce n'est pas la Russie qui menace la France, mais bien l'inverse? Une déclaration choc, et pourtant, c'est la réalité que décrit Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma d'État russe. Les Européens ne vont pas ressentir quelque chose avant qu'on les tue pas sur la ligne de front. Préparez-vous à découvrir une vision du monde qui bouscule toutes les certitudes européennes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une interview explosive de Piotr Tolstoï, une figure politique majeure en Russie qui ne mâche pas ses mots. Selon lui, les tensions actuelles entre la Russie et l'Occident révèlent une vérité difficile à accepter. L'Europe a oublié ce que signifie perdre une guerre. Mais attention, il prévient, cette leçon pourrait bientôt être douloureusement apprise. Tolstoï pointe directement du doigt la France et l'Europe. Il accuse les Européens de franchir des lignes rouges en autorisant l'utilisation de missiles à longue portée contre le territoire russe. Et ce n'est pas tout. Il affirme que des spécialistes occidentaux, américains, britanniques et français jouent un rôle actif dans le conflit, notamment dans la programmation des armes utilisées par l'Ukraine. La Russie ne menace pas la France, c'est la France qui menace la Russie. Les Européens ne vont pas ressentir quelque chose avant qu'on les tue pas sur la ligne de front. À ce moment-là, les Européens ils vont sentir comment ça se fait de perdre une guerre. C'est le sentiment qui a été oublié en Europe depuis des décennies. Et donc, on va y revenir. Mais je répète que nous, on n'a pas d'illusion sur la politique de Trump. Et je ne sais pas pourquoi, dans les médias européens, on dit toujours que voilà, Trump, l'Europe vont décider comment va s'arranger la situation en Ukraine. Non, c'est pas Trump, c'est pas l'Europe, c'est la Russie qui va décider. Mais on a partout les agents russes, vous savez. Donc même à l'Élysée, on a partout, c'est bourré quoi. Et en plus, on influence la politique mondiale à travers les micro-ondes. À mon avis, l'époque de l'Occident, c'est fini, c'est terminé. Ça a duré 5 siècles et c'est fini. Et au revoir. Au revoir à l'Occident et bonjour à nouveau au monde multipolaire qui est basé sur les autres principes, sans la mensonge, sans les doubles standards, sans tout ce que les Occidentaux appellent les principes de base qu'il exige à tous ses partenaires. On ne peut pas avoir ce dialogue avec Macron, Scholz ou je sais pas, Starmer, parce que ces gens-là, ils ne sont pas pour le dialogue. Ils sont pour la continuation de la guerre. Piotr Tolstoï, l'homme politique russe qui ne mâche pas ses mots, a encore frappé. Après Dmitri Medvedev, maintenant c'est le vice-président de la Douma d'État qui parle ouvertement dans une interview de la situation actuelle dans le monde, de comment est-ce que la Russie va réagir, de ce que la Russie va faire et de la chute imminente de l'Occident. Je vous laisse avec l'interview et on se retrouve en fin de vidéo. Bonjour Piotr Tolstoï. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Douma, vous êtes au cœur de la vie politique en Russie. Nous nous sommes déplacés de Paris à Moscou pour prendre vos commentaires vu le niveau de l'escalade actuelle entre la Russie et les États-Unis à travers l'Europe. Monsieur Sergei Lavrov a déclaré récemment que l'administration Biden veut laisser en héritage aussi mauvais que possible à la future administration Trump. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Et cette escalade, pour vous, c'est le dernier souffle de l'état profond, parce qu'il nous reste 3 mois avant le 20 janvier à peu près, ou c'est l'une des nouvelles étapes de cette longue nouvelle guerre entre l'état profond et le monde? Vous savez, moi je ne suis pas très fort dans les commentaires de l'état profond parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Mais je suis d'accord avec notre ministre des Affaires étrangères que l'héritage de l'administration Biden sera très très dur pour la future administration des États-Unis. D'autre part, il ne faut pas voir le monde à travers les futures démarches du président Trump. Président Trump, c'est un président des États-Unis et donc pour lui, comme il déclare, sur la première place, c'est des intérêts géopolitiques des États-Unis. L'Europe a perdu complètement son souveraineté, donc il ne s'agit pas de faire quelque chose sans les États-Unis.
comme on a vu lors de ces derniers 3 ans. Et donc je crois qu'il y aura un changement des politiques, mais pour la Russie, pour nous, ce qui est important, c'est nos intérêts. Pas les intérêts des États-Unis, pas les intérêts européens. Donc nos intérêts, c'est terminer la situation avec l'ex-Ukraine, on va le faire. Et à mon avis, ils ont déjà perdu la guerre, donc c'est pour ça qu'il y a autant de bruit autour de l'escalade, autour de frappes par les missiles, etc. Donc ça ne changera pas le résultat, tout ce bruit. Ça ne changera pas que la Russie va gagner cette guerre. Tout récemment, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, il y a 2 jours je crois, a affirmé que Kiev est désormais autorisé à utiliser les missiles français à longue portée. Donc ça veut dire concrètement que les mises en garde russes n'ont pas été entendues. Pourquoi, d'après vous, ce n'est pas pris au sérieux? Chaque fois on dit que la Russie bluffe. Est-ce que la Russie bluffe? Parce que en fait, la Russie ne frappe pas sur les centres de commandement où participent des officiers européens. Il est bien connu que les missiles à longue portée et à portée moyenne ne peuvent pas être programmés par les Ukrainiens. Donc c'est des spécialistes américains, britanniques et français qui s'en occupent. Et donc, vu la situation, pour l'instant, la Russie n'a pas répondu n'a pas répondu sur par les frappes sur les centres de commandement ou les centres où on programme des missiles. Mais si on aura cette escalation, si on aura la possibilité de tirer sur les territoires russes par des missiles de l'OTAN, cela veut dire que l'OTAN est ouvertement dans la guerre avec la Russie. Et à mon avis, pour l'instant, l'Europe sans les États-Unis n'a pas de chance, mais même avec les États-Unis, ça passe très mal pour les Ukrainiens. En fait, les Européens et les Américains veulent faire la guerre avec les mains des Ukrainiens, mais il reste très peu des Ukrainiens déjà sur le front, et il restera encore moins. Donc c'est très très dur pour le futur de l'ex-Ukraine, mais c'est plus ou moins clair que les Européens ne vont pas ressentir quelque chose avant qu'on les tue pas sur la ligne de front. Donc récemment, on a eu je crois qu'aujourd'hui dans Le Monde, il y avait un article sur les négociations entre Macron et Starmer sur l'envoi des soldats britanniques et français sur le sol. Alors, à mon avis, ça c'est en étape quand l'Europe va sentir la défaite militaire. Donc là, je crois que si les pays de l'OTAN vont oser d'envoyer leurs soldats en Ukraine, ça serait vraiment une guerre ouverte qui fera du mal surtout aux politiciens européens. Est-ce que la Russie menace la France, d'après vous? La Russie ne menace pas la France, c'est la France qui menace la Russie. C'est la France qui donne la permission de tirer sur le territoire russe les missiles de moyenne portée. C'est la France qui envisage l'envoi des légions d'honneur à l'Odessa. C'est la France qui, aujourd'hui, continue à fournir en Ukraine l'information sensible d'un groupe spatial. Donc, c'est pas la Russie, c'est sûr. Mais c'est vrai que s'il y aura un conflit en Europe et si les États-Unis restent un peu à l'écart, comme aujourd'hui déclare M. Trump, à ce moment-là, les Européens ils vont sentir comment ça se fait de perdre une guerre. C'est le sentiment qui a été oublié en Europe depuis des décennies, et donc on va y revenir. Pourquoi Trump est silencieux en ce moment? Parce qu'il n'est pas le président, il est président élu, donc il faut attendre le 20 janvier quand il va commencer ses fonctions. Mais je répète que nous, on n'a pas d'illusion sur la politique de Trump.
Et je ne sais pas pourquoi, dans les médias européens, on dit toujours que voilà, Trump, l'Europe vont décider comment va s'arranger la situation en Ukraine. Non, c'est pas Trump, c'est pas l'Europe, c'est la Russie qui va décider. On dit que Trump est un agent russe de toute façon. Oui, bien sûr, mais on a partout les agents russes, vous savez. Donc même à l'Élysée, on a partout, c'est bourré, quoi. Et en plus, on influence la politique mondiale à travers les micro-ondes. Donc il y a plein de légendes là-dessus, donc c'est très bien. Que pensez-vous des armes nucléaires potentielles ukrainiennes? L'Ukraine n'a jamais eu les armes nucléaires. Ça, il faut comprendre. C'est sur le territoire de la République socialiste soviétique de l'Ukraine, il y avait des bases des missiles nucléaires soviétiques. Mais les Ukrainiens n'ont jamais eu ni l'expérience, ni la responsabilité, ni rien qui est lié avec la détention de l'arme nucléaire. C'est ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est comme on dit une bombe sale, mais à mon avis, ça serait vraiment un suicide pour le régime de Kiev d'aujourd'hui. Donc moi je ne crois pas à tous ces appels de faire une bombe nucléaire ukrainienne, etc. À mon avis, ça c'est quelque chose de fantastique. Sous quelles conditions, aujourd'hui, fin 2024, 2025 déjà, la Russie est prête à négocier? À mon avis, Poutine a clairement raconté la position de la Russie pour les négociations. C'est la démilitarisation et dénazification du régime actuel, les droits des Russes, la langue russe, donc pour ceux qui veulent en parler et qui veulent en préserver sur le territoire ukrainien, c'est la neutralité, pas de l'OTAN, pas des bases militaires de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Si quelque chose reste de l'Ukraine, alors ça serait comme ça. On va parler des médias. Vous êtes vous-même journaliste, vous connaissez comment ça fonctionne à l'intérieur. Est-ce qu'on voit sur les plateformes alternatives, depuis 3 ans de conflit pratiquement, la différence, je dirais, énorme entre les médias de masse, et là, c'est flagrant justement avec les derniers événements de cette escalade, l'utilisation des armes balistiques hypersoniques russes. On voit ce traitement, la différence entre les médias de masse et les médias alternatifs. Est-ce que pour vous, cette rupture pourrait être rattrapable un jour? Et est-ce que vous croyez, j'ai lu Donald Trump a dit récemment que le futur du journalisme, de toute façon pour lui, et on voit très bien comment ça fonctionne aux États-Unis, le futur du journalisme appartient aux réseaux sociaux et aux chaînes alternatives et pas aux médias de masse. Quel est le futur du journalisme pour vous, dans le monde entier? À mon avis, les médias de masse en Europe et aux États-Unis, ils ont beaucoup perdu de confiance dans leur... parmi les spectateurs, les gens ils comprennent que tous les déclarations sur la liberté de parole, sur l'existence de points de vue alternatifs, tout ça reste des déclarations et on leur fournit de la propagande 100%. Malheureusement, le conflit en Ukraine, ça nous a montré encore une fois. Donc s'il y a le futur des petits médias dans les réseaux sociaux ou des chaînes indépendantes, je ne sais pas. Monsieur Trump, peut-être, il a raison pour les États-Unis. On verra pour la Russie, peut-être ça serait l'autre chose. Pour l'Europe, c'est encore l'autre chose. Mais c'est vrai que les gens cherchent à avoir des opinions honnêtes. Les gens cherchent de trouver des arguments dans cette discussion qui sont liés avec la réalité sur le sol. Tandis que, pour l'instant, les arguments de la propagande officielle, notamment en France, ils sont complètement fantastiques. Toutes ces histoires sur bunker de Poutine, sur comment ça se déroule la guerre en Ukraine, sur Boutcha, etc. Tout ça, c'est espèce des trucs dramaturgiques qui doivent renforcer
le message principal, que les Russes sont mauvais, les Ukrainiens sont bons. Voilà, donc comme nous on sait bien que c'est pas le cas, donc on va continuer. Peut-être on est moins fort dans la guerre d'information, mais on va continuer sur le terrain pour avoir les bilans de l'opération spéciale militaire qui nous conviennent. Vous regardez vous-même les chaînes de masse européennes? De temps en temps, mais ça ne m'intéresse pas trop. Comme je vois que la rupture entre la réalité et ce qu'ils racontent est tellement importante qu'on ne peut pas la surmonter dans des années à venir. Donc, à mon avis, il faut peut-être essayer de regarder dans 5 ans, dans 6 ans, quand les dirigeants européens vont changer leur attitude envers la situation dans l'Europe et envers la situation par rapport à le plus grand pays de l'Europe, la Russie. La Russie, c'est un pays de dictature pour vous? Non, pas du tout. Mais pourquoi l'Ukraine, c'est la démocratie? Pour quelle raison? Ils ont un président qui a déjà dépassé son mandat. Ils ont interdit les partis politiques, ils ont interdit tous les médias alternatifs, ils ont fait cette espèce de chaîne pro-gouvernementale 24 heures sur 24. Donc où est la démocratie en Ukraine? Je ne vois pas. Par contre, en Russie, nous, on a notre démocratie à nous, qui historiquement est basée sur les principes qu'il y a la répartition du pouvoir, il y a les élections, etc. Donc, c'est peut-être pas la même démocratie qu'en France, mais on est des pays différents. Et personne n'a aucun droit de donner une leçon à la Russie. Qu'est-ce qui est démocratique, qu'est-ce qui n'est pas démocratique? C'est pas les idées de Glucksmann ou d'autres spécialistes par ces leçons qu'on va suivre, ça c'est sûr. Là, c'est vrai que les sanctions n'ont pas marché en 2022-2023, mais en 2024, on voit les résultats des sanctions qui endommagent l'économie russe. Quelle est votre opinion? Parce qu'on en a parlé récemment. À mon avis, il faut 2025 gagner la guerre et point au final pour les sanctions et pour le reste. À mon avis, l'idée des sanctions, même l'idée de faire mal au peuple russe qu'il renverse le pouvoir ou qu'il s'exprime contre Poutine, etc., ça n'a pas marché dès le début. Et si ça n'a pas marché dès le début, pourquoi ça doit marcher 3 ans après ou 4 ans après? Donc les gens, ils sont regroupés autour de chefs d'État, ils soutiennent des partis politiques, même chez nous à la Douma, des différents partis aujourd'hui soutiennent la politique extérieure du président Poutine, malgré la différence pour la politique intérieure et les discussions sur la politique intérieure. Pour tout ce qui concerne l'opération spéciale militaire, etc. Donc il y a le soutien entre tous les partis. Donc pourquoi ça doit marcher à 2025 ou 2026? Moi je ne crois pas que l'Europe aura la possibilité de maintenir le régime de Kiev jusqu'à ce date-là. Vous avez participé au sommet de BRICS et on en a parlé, mais avec certaines personnes qui également se sont rendues au sommet, et on va faire une conférence mi-décembre et j'invite tous les auditeurs de s'inscrire parce que c'est déjà en ligne. Justement, on va parler des BRICS, les résultats des BRICS. Quel est le message principal en fait de ce sommet pour vous? À mon avis, le message principal, c'est une nouvelle architecture de relations internationales avec le respect à l'histoire, à des différences entre les pays, si différents que, par exemple, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil. Mais en même temps, c'est espèce de modèle du monde multipolaire on va bâtir bientôt. Pas le monde de l'Occident. À mon avis, l'époque de l'Occident, c'est fini, c'est terminé. Ça a duré 5 siècles et c'est fini. Et au revoir. Au revoir à l'Occident et bonjour à nouveau au monde multipolaire qui est basé sur les autres principes, sans la mensonge, sans les doubles standards,
sans tout ce que les Occidentaux appellent les principes de base qu'il exige à tous ses partenaires. Comment voyez-vous la sécurité européenne en ce moment-là? La sécurité européenne ne peut pas être basée sur la sécurité des uns contre la sécurité des autres. C'est ce qui a été fait après la guerre froide. Avec l'élargissement de l'OTAN, avec l'arrivée de l'OTAN en Ukraine, etc. Donc c'est ça, en fait, l'histoire de ce conflit. Et donc cette histoire, il doit être enlevé des relations internationales. Donc il nous faut une nouvelle Yalta ou peut-être une conférence à Kiev que va organiser la Russie pour atteindre la paix durable sur le continent avec les garanties mutuelles et avec parce qu'on ne peut pas dire que voilà, n'importe quel pays peut adhérer à l'OTAN et instaurer une base américaine sur les frontières russes. Non, ça ne va pas comme ça. Ce n'est pas la sécurité. Donc on va essayer d'établir des nouveaux règles du jeu, mais pour ça, évidemment, il faudra que tous les gens qui ont déclaré leur haine contre la Russie seront changés dans leur gouvernement réciproque. Donc c'est tout. On ne peut pas avoir ce dialogue avec Macron, Scholz ou je sais pas Starmer parce que ces gens-là, ils sont pas pour le dialogue. Ils sont pour la continuation de la guerre. Ce n'est pas que la guerre en Ukraine, hélas, il y a également le conflit qui persiste entre Israël et la Palestine. On en parle un peu moins en ce moment, mais c'est toujours le conflit également qui est assez important et malheureux. Le rôle de la Russie, toujours dans la pacification, c'est toujours la même opinion que vous gardez? Bien sûr, nous on est pour la création de l'État palestinien et d'arrêter le génocide qui aujourd'hui se déroule dans la région. Ça, pour nous, c'est clair. Parce que sans l'établissement de l'État palestinien, il n'y aura pas la paix. Ce conflit il dure des décennies. Et les méthodes qu'a utilisées aujourd'hui Israël, à mon avis, ça n'a rien à voir, par exemple, avec les conflits que nous, on a à nos frontières. On ne bombarde pas les hôpitaux, on ne bombarde pas les moitiés de Beyrouth juste pour viser un seul personnage de Hamas. Donc si on faisait comme ça, alors à Kiev, il n'y avait que des ruines. Mais ça c'est quelque chose qui est, encore une fois, nous démontre les doubles standards de l'Occident, parce que les Occidentaux, ils sont pro-Israël, mais en même temps, ils disent « Ah oui, mais c'est trop, quand même, arrêtez-vous », et l'Israël ne s'arrête pas. Hein. Donc, ni l'autorité, ni vision constructive des choses, ni tentative de amener la paix dans la région. C'est ça la politique de l'Occident aujourd'hui. Et donc la Russie a une position là-dessus, mais nous, on n'est pas heureusement partie de ce conflit. Nous sommes contre le génocide qui est aussi aujourd'hui organisé contre les Palestiniens en Israël. Ça, c'est un vrai génocide. Et donc les gens qui ont organisé ça, ils doivent répondre devant la législation internationale s'il va exister un jour. Mais pourquoi l'Europe agit-elle ainsi? Pour Tolstoï, la réponse est simple. L'Europe a perdu sa souveraineté et ne fait que suivre les directives des États-Unis. Selon lui, même avec l'appui américain, la situation ne joue pas en faveur des Européens. Il affirme que l'OTAN s'engage dans une guerre qu'elle ne peut gagner, tout en utilisant l'Ukraine comme bouclier humain. Une autre déclaration fracassante de Tolstoï concerne l'avenir du monde occidental. Selon lui, l'ère de domination de l'Occident, qui a duré 5 siècles, touche à sa fin. Il annonce un nouveau monde multipolaire, basé sur des principes différents, débarrassé des doubles standards et des manipulations médiatiques. Et justement, en parlant des médias, Tolstoï critique sévèrement les médias occidentaux. Il affirme qu'ils ont perdu la confiance de leur public en ne diffusant que de la propagande. Pour lui, l'avenir du journalisme se trouve dans les plateformes alternatives et les réseaux sociaux, où les gens cherchent des opinions honnêtes et des informations ancrées dans la réalité. Ce témoignage de Tolstoï illustre les fractures profondes entre l'Est et l'Ouest.
Il souligne aussi un basculement global qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous à l'aube d'un monde multipolaire ou au bord d'un chaos encore plus grand? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques.